Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une violente attaque terroriste et des attentats kamikazes ont fait 19 morts parmi les populations civiles à Gitwe, à l'extrême nord du Cameroun. Un bilan lourd qui met en lumière une réjouissance du terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Vous suivrez en ouverture de ce journal la réaction du ministère de la Défense. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, éprouve des difficultés à mettre sur pied un véritable plan de relance économique post-Covid-19. Le sujet est au cœur du comité de pilotage du PREF-CEMAC lors d'une visioconférence qui se tient dans les 6 pays de la CEMAC. Vous suivrez dans ce journal la réaction du président du comité de pilotage, évoquer les enjeux et les défis que doivent réaliser les présidents des différents pays de la sous-région Afrique centrale. On en parle au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un carnage survenu dans l'arrondissement de Mayo-Moskota, à l'extrême nord du Cameroun. Une attaque terroriste doublée d'attentats kamikazes a fait 19 morts, essentiellement des civils, dont les 2 kamikazes et 16 blessés selon un bilan officiel. Dans un communiqué, le ministère de la Défense affirme que l'attaque s'est produite dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août 2020, aux environs de 23h30. Plusieurs terroristes non identifiés se sont introduits dans le village de Gitwe pour attaquer les membres du comité de vigilance locale. Des civils ont été pourchassés dans leur refuge de fortune et c'est là que 2 kamikazes y ont actionné des charges explosives. Le ministère de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête administrative et judiciaire pour comprendre les contours de cette attaque sur le front de l'extrême nord. Le gouverneur Midiyawa Bakari est annoncé sur le lieu de l'attentat dès demain. Il doit présenter les condoléances du chef de l'État aux familles durement éprouvées. Restons à l'extrême nord, où un accident s'est produit lors de l'atterrissage d'un aéronef de l'armée de l'air de type C-130. Le ministère de la Défense parle d'une sortie de piste de l'avion militaire ayant à son bord 5 membres d'équipage et 96 personnels des forces de défense déployés au sein de la force régionale du bassin du lac Tchad. Dans un communiqué, le ministère de la Défense reconnaît que l'accident a provoqué des dégâts matériels à expertiser avec minutie. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été enregistré. Les causes de l'accident sont méconnues jusqu'ici. Une enquête réglementaire est ouverte selon le capitaine de frégate Cyril Atonfak, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Évoquons à présent cet état d'enclavement à Kambé, une localité située au cœur de la crise anglophone, là où les populations ont du mal à se mouvoir et pour cause, les routes sont impraticables. Elles doivent compter désormais sur le soutien de certains éléments des forces de défense et de sécurité pour faire circuler leurs engins embourbés dans des crevasses et dans des routes impraticables depuis de nombreuses années. Elles crient la détresse dans un des bassins agricoles les plus importants dans l'une des régions anglophones. Reportage, Julienne Berthe-Bissaye. L'itinéraire Kambendo dans le nord-ouest du Cameroun anglophone. Par 7 ans de fortes pluies, cette route en terre battue se dégrade sans cesse, une véritable galère pour les conducteurs et voyageurs se rendant à Bamenda dans la Mezam. Nous sommes partis de Nkambé à 3 heures du matin et nous voilà encore en chemin. Quelle galère! Sur presque 40 km de parcours, les voyageurs se voient même contraints de mettre la main à la pâte, aidés parfois par les forces de sécurité pour faire avancer leur véhicule. Et certains y laissent même les plumes. Regardez ma chaussure, voilà 40 000 francs CFA perdus. Une fois parvenus à Ndou, c'est une autre paire de manches. En raison du blocus qu'imposent les séparatistes sur le trajet Ndou-Bamenda, les voyageurs, à défaut de s'envoler dans les airs pour parvenir à leur destination, ils empruntent la voie de contournement Ndou-Tumbo-Tamba-Mbosso dans le nord-ouest et Magba, Fumban, Bafoussam-Mbouda dans l'ouest.
Si avant la crise anglophone, le trajet Nkambé-Ndou-Bamenda revenait aux voyageurs à 5 000 francs CFA pour 1 heure de voyage, aujourd'hui, atteindre la même destination en passant par la voie de contournement revient 5 fois plus cher, soit 25 000 francs CFA pour 4 heures de voyage désormais. Le tronçon Nkambé-Makba, en passant par Ndou et Mbonso, est impraticable. Nous avons même essayé de ramasser des pierres à Ompabot pour aménager cette voie, mais ça n'a rien donné. La route est toujours mauvaise. En plus du mauvais état de la route qui donne des céphalées aux conducteurs, ces derniers se plaignent des contrôles inopinés et intempestifs le long du trajet. Forces de sécurité ou séparatistes au poste de contrôle, le droit de passage est obligatoire. Il y a trop de contrôle intempestif. Nous sommes obligés de débourser 15 à 30 000 francs CFA par contrôle. Durant toute cette saison de pluie, les conducteurs et voyageurs devront s'armer de patience et de courage pour vaincre l'adversité et le climat de terreur sur le chemin tortueux et même incertain de Bamenda. Après 8 mois de travaux, la construction d'un pont et les voies d'accès sur le fleuve Mbam piétinent. Seulement 5%, c'est le taux d'exécution, un énorme retard qui pénalise les populations. Elles ont du mal à écouler elles aussi leurs produits agricoles en raison du mauvais état routier et du chavirement du bac. Au regard de cette situation qui suscite un calvaire chez les populations, le gouvernement se limite à effectuer des menaces de résiliation du contrat de l'entreprise prestataire qui accuse un énorme retard dans la construction du pont et des voies d'accès sur le fleuve Mbam. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est la galère sur les routes du Mbam, surtout en saison des pluies, comme c'est le cas en ce moment. De gigantesques bourbiers offrent un spectacle désolant, faisant du quotidien des usagers un véritable calvaire. Nous disons que nous souffrons. Oui, on souffre. Sur le plan de l'évacuation des produits agricoles, comprenez que les 2 Mbam sont des très grands bassins de production. C'est vraiment un cri de cœur que je lance à tous ceux qui sont en charge des questions des travaux publics. Et quand quelqu'un souffre pour acheter le cacao, transporter le deck jusqu'au bon sac à 2500, payer la traversée, porter encore de ce côté à 2000, comme vous avez vu l'état de la route, automatiquement le cacao doit être en baisse. Et les vendeurs de plantains souffrent assez. Le cas préoccupant des arrondissements de Duk et de Konyambeta interpelle. Il s'agit de 2 grands bassins de production agricole, considérés à juste titre comme des mamelles nourricières du département du Bam et Inubu. Nous vivons véritablement une galère. Vous voyez, il y a une forte production agricole de ce côté, mais pour évacuer la production, c'est toute une gageure. C'est-à-dire que les populations de Duk ont des difficultés à traverser, les populations de Konyambeta ont des difficultés à accéder à la nationale numéro 4 à cause de l'état de la route. Généralement, en saison de pluie, les gens partent du bord sur des motos. Ça veut dire que toutes les marchandises sont empilées derrière une moto et avec tous les risques que ça comporte, les accidents et autres. C'est conscient des difficultés auxquelles les populations font face que le gouvernement a décidé de faire construire un pont au village Changyang pour relier les arrondissements de Konyambeta et de Duk, en plus de l'aménagement des voies d'accès, notamment celle qui relie Changyang à la nationale numéro 4. Malheureusement, les travaux exécutés depuis 8 mois par l'entreprise tchadienne Gézer évoluent à pas de tortue et n'atteignent même pas les 5%. De quoi faire sortir le ministre des Travaux publics de Ségong. Je ne suis pas satisfait de la cadence des travaux de construction de ce pont. Donc, si le chef d'entreprise est là, avec les chefs de mission, ils savent comment le ministre des Travaux publics fonctionne. Quand je le dis ainsi, je leur signale ainsi que je vais leur retirer le marché s'il n'y a pas de changement. Donc je ne suis pas satisfait de leur rendement par rapport à la construction du pont. J'ai bien vu des efforts dans l'aménagement des accès, mais c'est largement insuffisant au regard du planning qu'eux-mêmes ont proposé.
L'entreprise tchadienne a tenté des justifications et explications qui n'ont pas convaincu Emmanuel Ganou Djoumessi, qui n'attend pas moins qu'une reprise en main de la situation dans un bref délai. C'est d'autant que les populations souffrent le martyre depuis un peu plus de 2 semaines avec le chavirement du bac qui permettait d'aller d'un bout à l'autre des arrondissements de Konyambeta et de Duk. Ce qui fait qu'avec les promesses du ministre qui est venu booster, non seulement rassurer les populations de ce que le pont sera construit et qu'à l'immédiat, en attendant que le pont soit fait, il y a un nouveau bac qui va arriver. Nous sommes vraiment très satisfaits et on espère que ceci va permettre à nos populations de pouvoir écouler facilement leur production. Et notre souhait, c'est que l'entreprise puisse accélérer les travaux pour que le pont passe. Le délai d'exécution des travaux soit bien respecté parce que nos populations attendent vraiment ces ponts. La construction du pont, que les populations appellent de tous leurs vœux, va sortir de l'obscurité cette partie du département du BAM et Inubu. Le ministre des Travaux publics a placé l'entreprise Geyser face à ses responsabilités. Elle a tout intérêt à accélérer les travaux au risque de se voir retirer le marché. En ces temps de crise sanitaire, la transparence est-elle vraiment observée dans la gestion des ressources financières mobilisées dans le cadre de la solidarité nationale, alors que le ministre de la Santé publique affirme avoir reçu à la date du 29 juillet 2020 200 000 francs CFA de l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun. Le donateur APCAM conteste ce montant. Selon les investigations d'Equinox Télévision, l'APCAM, Association des banques et institutions financières au Cameroun, a contribué à hauteur de 200 millions de francs CFA. Pourtant, dans le tableau présenté dans le communiqué du ministre de la Santé publique, il est écrit un montant de 200 000 francs CFA pour le compte du donateur APCAM, ce qui est contraire aux fonds réels mobilisés par cette association professionnelle réunissant des banques et institutions financières au Cameroun. Et ces questions de bonne gouvernance se posent avec acuité dans certaines entreprises publiques et autres établissements publics. C'est le cas de l'ART où le processus de recrutement entaché de forts soupçons de corruption vient d'être annulé suite d'un avis donné par la tutelle technique, ce qui suscite des réactions des leaders politiques. L'opposition déplore la corruption érigée en règle dans l'administration publique. Dans les rangs du RDPC, on félicite la décision du ministre des Télécommunications qui a tranché dans le bras de fer opposant le directeur général et le conseil d'administration de l'ART. Ce problème se pose également dans plusieurs organes de régulation qui peinent à jouer leur rôle, celui de protéger les consommateurs face à une qualité souvent médiocre du service donné dans plusieurs pans d'activité au Cameroun. Évocation avec Flavien Valondongo. La sortie du ministre des Postes et Télécommunications, qui désavoue les recrutements effectués sans test à l'Agence de régulation des télécommunications par le conseil d'administration, divise la classe politique camerounaise. Pour le Social-Démocratique Front, le scandale de l'ART n'est pas nouveau sous le régime en place. C'est un scandale, on en est habitué. Et elle vient d'arriver, elle s'est fait rattraper très rapidement par un système mis en place depuis près de 40 ans que nous dénonçons dans l'opposition. À savoir, corruption systématique. On achète des postes. Allez à l'ENAM, les prix sont connus. Allez à l'école normale, les prix sont connus. Allez à l'école des travaux publics, à l'école polytechnique, les prix sont connus. Au sein du parti au pouvoir, l'on estime qu'il n'est pas judicieux de verser dans la conjecture. Il existe des structures chargées de gérer ce genre de cas, qu'ils soient avérés ou pas. En termes positifs, c'est d'une part que la ministre essaye de combattre un phénomène qu'elle considère comme étant la corruption, vrai ou faux, je ne saurais le dire, mais également le deuxième élément, c'est que la justice peut être là pour pouvoir trancher dans le cas où, comme la PCA, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'au niveau des entourages de la PCA, on estime que Madame la ministre n'est pas dans son droit. S'ils estiment qu'elle n'est pas dans son droit, la justice administrative est là pour pouvoir trancher. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est allié sur la base du constat fait par la ministre, suggère la dissolution de l'équipe managériale de l'ART. Mais ce qui se dit là est grave. Qu'une présidente de conseil d'administration soit accusée de corruption. Je m'attendais à minima à des démissions ou alors à peut-être des licenciements ou que la justice se saisisse de cette affaire. La corruption qui peine à disparaître des structures étatiques au Cameroun
C'est dû aussi l'ARCEL, cet autorégulateur qui veut davantage enterrer les efforts des entreprises camerounaises. Vous partez à l'ARCEL qui est chargé de réguler l'électricité. Vous avez dans le secteur brassicole par exemple, vous avez une entreprise à capitaux étrangers et vous avez une entreprise locale et vous voyez l'entreprise locale qui paye le kilowatt 40 francs, 45 francs plus cher que l'entreprise à capitaux internationaux. Quand je parle d'entreprise locale, c'est UCB pour ne pas la citer. Mais c'est des faits. Donc, vous voyez à quel niveau la corruption peut agir. La gangrène persiste, les dégâts sont énormes. Au RDPC, le mal est parti, il faut être positif. Autant vous parlez de problèmes de concurrence, encore que là il faut vérifier, autant je vous dis, c'est les faits, vous pouvez vérifier. L'ARCEL a joué un rôle en faveur de consommateurs lambda que moi je suis. Le scandale de l'Agence de régulation des télécommunications qui anime la scène politique au Cameroun mérite d'attirer l'attention des décideurs afin de stopper le virus de la corruption qui persiste. Ce lundi 3 août, c'était la reprise de certaines épreuves écrites pour le baccalauréat série scientifique. Vous le voyez en image, des candidats qui ont été appelés à affronter les épreuves qui avaient fait l'objet de fuites massives il y a quelques semaines. Des candidats donc qui ont affronté ce jour les épreuves de physique et de chimie pour certains d'entre eux. À présent, je vous invite à suivre quelques réactions des responsables de sous-centre à Douala. Pour tous ceux qui étaient concernés par la reprise des épreuves là, nous déplorons seulement une démission que nous avons constatée ce matin, 30 minutes après le début des épreuves. Ça veut dire qu'au lancement de l'épreuve à 8 h, 30 minutes après, nous constatons qu'il ne s'est pas présenté et nous considérons que c'est une démission. C'est différent du retard, parce que le retard c'est 15 minutes. 15 minutes après le début des épreuves. En dehors de cette démission, tout s'est bien passé, tout continue à bien se passer et nous espérons que ça va bien se terminer demain. Tous les candidats sont là, les mesures barrières continuent à être respectées. En fait, tout s'est bien passé ce matin. Les candidats, surtout les candidats de série D, ont commencé avec la première épreuve ce matin, c'est-à-dire les physiques, qu'ils ont en commun avec les séries TI. On a eu le même nombre de candidats que la fois passée. Avec le même nombre d'absents, on avait 2 absents. Et ce n'est que ces 2-là qui n'étaient pas là aussi aujourd'hui. Et tout se passe sereinement. Dans la ville de Yaoundé, plusieurs candidats au baccalauréat ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont pu poursuivre la composition dans d'autres salles affrétées dans certains sous-centres d'examen. Et notons que dans la région du Nord, une insécurité grandissante est décriée. L'autorité administrative a réuni les forces vives afin d'évaluer les stratégies visant à tordre le cou à ces bandits de grand chemin. La justice également a été interpellée à travers l'installation des différents procureurs qui doivent mener à bien les enquêtes visant à établir les responsabilités et identifier les fauteurs de troubles dans la région du Nord, principalement dans la ville de Garoua. Des précisions avec Olivier Tsefo, Innocent Abega et Eric Fopossi. La ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, est secouée depuis quelque temps par des gangs de malfrats qui sèment la terreur. Suite aux multiples plaintes, les autorités de la région ont décidé de sévir. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour anticiper sur tout ce que peuvent développer les délinquants, quelle que soit leur origine, leur motivation et autres. Je ne peux que leur dire de bien se tenir. Nous allons y arriver et on va neutraliser les délinquants. Situé à un jet de pierre de la région de l'extrême nord, secoué par les atrocités de Boko Haram, Garoua et ses environs subissent sans doute les actes collatéraux des sans-foi ni loi de cette autre région en crise. Je voudrais tout simplement profiter de cette occasion pour vous dire que la paix qui règne dans la région du Nord ne relève pas d'un miracle, mais davantage d'une synergie d'action entre, d'une part, les autorités administratives, les forces de défense de sécurité, les autorités judiciaires, mais aussi l'implication permanente des populations
qui œuvrent chaque jour à pouvoir nous fournir des renseignements précis pour anticiper sur les actions des délinquants et des malfrats. Au cours de la séance de travail organisée pour trouver des stratégies de lutte contre l'insécurité, Madame Régine Essenemeux, procureure générale près la Cour d'appel du Nord, reçoit une distinction des mains du gouverneur de la région. Essenemeux Régine, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national de la valeur. C'est la plus grosse distinction honorifique qu'un agent public peut avoir. On ne peut que se sentir fier d'avoir été distingué. Vous savez, nous travaillons en région. Et lorsque vous rendez compte que le président de la République est attentif à tout ce qui se passe dans tout le territoire national et est venu me distinguer à Garoua, je ne peux que me sentir très fier. Au sortir de la rencontre, les autorités de la ville ont invité les populations à dénoncer tout acte devant mettre à mal leur quiétude. Parlons du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Le GEFAC vient d'inscrire des jeunes femmes et filles à l'école de formation aux activités génératrices de revenus. L'objectif principal est de susciter en ces femmes les ambitions de création d'entreprises au Cameroun. D'autres détails avec Joël Essengue et Guy Zogo. Rien ne vaut la maîtrise d'un métier. C'est le credo du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GEFAC, qui vient de lancer le cycle de formation des jeunes filles et femmes à divers savoir-faire à son siège à Yaoundé. Qu'est-ce que nous, les entrepreneurs, on peut aussi donner au pays? C'est pour former les jeunes filles pour que demain, ils viennent les entrepreneurs qui vont nous remplacer. On veut aussi prendre notre savoir-faire, l'expérience qu'on a déjà eue dans les affaires, pour transférer ça aux jeunes filles de demain. Ce programme de formation qui se décline sous l'appellation des pépinières des entreprises du GEFAC nourrit l'ambition de susciter des entrepreneurs. L'objectif ici, c'est premièrement susciter l'esprit d'entreprise chez les filles, chez les femmes. Le deuxième objectif, c'est donner des outils à ces jeunes entrepreneurs en termes de connaissances pour qu'ils aient des entreprises fiables. Que ce ne soient pas des entreprises qu'on crée aujourd'hui et qui meurent le lendemain. Que ce soit des entreprises qui peuvent vraiment créer de la richesse. L'initiative du GEFAC rencontre un écho favorable auprès des destinataires de ces formations. Nous venons ici là pour acquérir des connaissances qui nous aideront à créer des entreprises demain pour assurer la relève. Grâce à cette formation, nous allons savoir comment avoir une idée de projet, comment monter son business plan, comment trouver des financements pour réaliser ce projet. Au total, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun entend assurer l'accompagnement des jeunes filles et femmes dans divers domaines, dont le textile, le tourisme, la restauration, l'agroalimentaire, l'élevage, la transformation des produits, la transformation du bois et les services. Ces formations seront dispensées par vagues aux jeunes filles et femmes de l'ensemble du Cameroun. Un plan communautaire de relance de la croissance économique post-Covid-19 dans la zone CEMAC est au cœur des travaux de la 11e session ordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. C'est lors d'une visioconférence que s'est ouverte cette session ordinaire du COPIL du PREF CEMAC, placé sous la présidence du ministre d'État de l'économie et de l'industrie du Congo, Gilbert Ondongo. Durant cette première discussion, ils ont abordé le cadre stratégique pour les accords de seconde génération entre les États de la CEMAC et le FMI, la réforme structurelle contenue dans le PREF CEMAC, le renforcement de l'intégration et les mesures pour encourager la diversification de l'économie de la sous-région seront également abordés durant ces travaux qui réunissent les ministres de l'économie et des finances des pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. À présent, je vous invite à suivre
le ministre d'État de l'économie et de l'industrie du Congo, Gilbert Ondongo, qui préside le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Très important, du PREF-CEMAC. PREF-CEMAC, ça veut dire Programme de réforme économique et financière de la CEMAC. De quoi il a été question? Nous avions deux sujets très importants à l'ordre du jour. Le premier, c'était poser le cadre des programmes de deuxième génération. Vous savez que suite à la crise survenue en 2014 et qui s'est accentuée en 2016, nous avions ensemble décidé d'aller vers les institutions de Bretton Woods pour avoir des programmes à réaliser, ce qu'on appelle couramment le programme avec le FMI. Certains pays, aujourd'hui, ont fait 3 ans de programme avec le FMI, donc sont arrivés au terme de leur programme. Il est question de mettre en place d'autres programmes. Voilà pourquoi on les appelle programmes de deuxième génération. Ensemble, nous avons voulu dire qu'est-ce que l'on doit retrouver dans un programme de deuxième génération. Parce que les programmes de première génération ont traité essentiellement des questions budgétaires, des questions monétaires. Maintenant, dans le cas des programmes de deuxième génération, nous voulons mettre l'accent sur les questions de développement, sur les questions de croissance. Premier sujet. Deuxième sujet, vous savez ce qui se passe. Il y a la crise sanitaire qui a engendré une sévère récession économique à travers le monde. L'Afrique centrale n'est pas en marge. Nous avons donc discuté d'un plan d'esquisse, de plans de relance au niveau de l'Afrique centrale. C'était le deuxième sujet. Vous réalisez que c'était des sujets très, très, très importants. C'était juste une esquisse où vous démarrez... Vous venez de suivre Gilbert Ondongo, ministre congolais de l'Industrie, lui qui préside le comité de pilotage du PREF-CEMAC qui se tient à travers une visioconférence. Autre événement important pour l'Afrique centrale, c'est l'Union économique d'Afrique centrale qui annonce la tenue de la 35e session du Conseil des ministres de l'UEAC, placée sous la présidence du ministre de l'économie du Cameroun, Alamine Ousmane Meh. L'événement est prévu le 10 août prochain. Objectif, évaluer les mesures visant à lutter contre la pandémie du Covid-19, le soutien apporté aux économies de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et également résoudre le problème des itinérances des télécommunications mobiles à travers l'Afrique centrale. Un public reportage dans ce journal, Green Construction Homes, qui est distributeur exclusif de Home Biogaz, qui permet de pouvoir disposer des engrais de bonne qualité pour les agriculteurs camerounais. Évocation dans ce reportage. Je suis Daniel Tefak, technicien en bâtiment, converti en agriculteur biologique. Je fabriquais mes engrais, mes composts avec des fûts, comme j'ai appris. Mais pendant qu'il y avait le comice agro-pastoral à Bafoussam, j'ai découvert l'appareil Home Biogaz. Moi, je m'appelle Emmanuel Fotso Choupé, à Yaoundé. Moi, je suis le tout premier utilisateur du biodigesteur au Cameroun. Avant, je voyais le biodigesteur par Internet et je voyais ses différentes fonctions, à quoi ça pouvait servir. Mais depuis quelque temps, c'est devenu réalité puisque j'ai réussi à contacter une entreprise sur place qui m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient me fournir le biodigesteur. Donc depuis ce jour, ils m'ont fourni le biodigesteur et je suis satisfait. Cette société, c'est Home Biogaz. Ça m'aide à fabriquer mes engrais, surtout engrais biologiques, pour cultiver tous mes produits que vous voyez, les maïs, les arachides, tout ce que l'être humain doit consommer. J'ai la solution à mes problèmes. Donc désormais et depuis, je produis déjà avec moi le gaz qu'on utilise d'une façon domestique et l'engrais naturel pour mes papayers, le corosolier, le maïs, le potager, tout ce qui va avec. Et l'appareil, comme vous le voyez, il ne prend pas assez d'espace. Il n'est pas tellement volumineux et il est très facile à utiliser.
Les engrais en biogaz activent le processus d'évolution de toutes les plantes. Dès que tu as mis sur une plante, il évolue plus rapidement. Et c'est mon expérience personnelle. Et c'est en train de changer ma vie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.